Donc, bonjour à tous. On va commencer ce premier webinaire de CNAM Entreprise. J'ai vu que vous aviez déjà commencé à réagir avec les bonjours d'usage. Alors, merci Antoine Pénafort, merci Michel Minet. Aujourd'hui, on va commencer par présenter le cadre et présenter le titre de ce webinaire qui est « Comment articuler bien-être au travail et efficacité professionnelle avec les règles juridiques ». Avec nous aujourd'hui, Michel Minet, professeur du CNAM, titulaire de la chaire droit du travail et droit de la personne, et Antoine Pénafort, que vous voyez à l'écran, qui est maître de conférence en GRH au CNAM, chercheur au LIRSA et responsable opérationnel du master GRH et transformation numérique. Avant de commencer, quelques consignes. Merci de ne pas allumer votre caméra, de conserver vos micros coupés. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez réagir dans le chat. De toute façon, une série de questions sont prévues à la fin. Donc, merci de poser vos questions exclusivement sur le chat afin que nous puissions y répondre. La durée de ce webinaire sera de 45 minutes. Et voilà les quelques sujets qui seront abordés. Donc vous voyez ici le sommaire, deux grandes parties, une partie RH et une partie plus orientée droit qui sera présentée par Michel Minet tout à l'heure. On va commencer directement par la partie dont Antoine Pénafort a la responsabilité, à savoir nous parler de l'incidence du travail hybride d'un point de vue plus RH. Merci. Alors, dans cette question du travail hybride, le poids de la GRH a une importance première, mais avant de problématiser notre sujet, il importe de se rappeler que pour parler de travail et pour parler de performance, parce que l'objectif du travail hybride, c'est de réussir à garder la même performance, voire de l'accroître avec une organisation particulière, c'est de se souvenir que qu'est-ce qui fait la performance? Eh bien, c'est l'efficacité sociale. L'efficacité sociale, c'est-à-dire l'environnement, les conditions de travail. Donc, la manière dont le travail va s'organiser permettra derrière d'avoir de la performance et non pas une rémunération extraordinaire ou des éléments de reconnaissance extraordinaires qui feraient uniquement la performance. La reconnaissance y participe, mais ce qui va nous intéresser particulièrement ce matin, c'est cet environnement de travail et la relation quand les environnements changent, quand les environnements sont discontinus, sont hybrides, comment faire pour conserver, avoir de la performance. Ce que nous proposons, c'est de s'appuyer bien sur la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Parce que quand ces environnements changent, deuxième rappel, eh bien, ne pas oublier que si on doit évaluer la performance, comment faire pour l'évaluer alors que la personne n'est pas sous nos yeux ou que la personne est invisible de manière réelle, mais visible de manière virtuelle? Comment réussir à comprendre comment les personnes travaillent et quel est l'environnement dont elles ont besoin d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif? Alors, on s'est posé deux questions. La première, c'est comment le travail hybride bouscule-t-il les équilibres? Alors, il y a un point d'interrogation après hybride, parce que qu'est-ce qu'on entend par hybride? Eh bien, peut-être aujourd'hui, on va entendre travail hybride par un travail qui n'est plus « je viens toute la semaine à mon bureau et le matin, je repars le soir », mais un travail qui se fait partout, de manière différenciée, avec de nouveaux outils et qui rompt avec les équilibres historiques ou antérieurs de la manière de travailler. Par rapport à cette rupture ou cette évolution, comment l'ARH doit-elle s'organiser? Que doit-elle faire? Et deuxièmement, comment prendre en compte les nouveaux enjeux, ou plutôt des enjeux plus pressants, dans un environnement de travail qui est de plus en plus digitalisé et dans une GRH qui se doit d'accompagner cette digitalisation. Cela pose plusieurs questions pour la RH. Comment je vais appréhender cette question de la digitalisation pour accompagner le travail hybride? Donc, comment je vais essayer de mettre en place une stratégie de digitalisation? Comment je vais accompagner avec mes équipes, à la fois les individus et le management, la transformation qu'induit ce travail hybride? Comment je vais
faire en sorte de définir dans ma structure, dans mon environnement, dans mon contexte, ce que j'entends par travail hybride, parce que d'une organisation à l'autre, eh bien, ça ne sera peut-être pas obligatoirement la même chose, et comment je vais répondre aux attentes des individus qui travaillent dans mon organisation par rapport à ce travail hybride, et enfin, quid de l'autonomie de l'acteur dans ce travail hybride, quel est le poids de l'organisation dans la responsabilité, le poids de l'acteur dans la responsabilité. Ainsi, comment conserver du bien-être au travail dans un environnement hybride? Eh bien, premièrement, on va s'appuyer sur la QVT. Alors, la QVT, comme son nom l'indique, ça veut dire qualité de vie au travail. Ça se définit de la manière suivante, c'est les conditions de travail matérielles et psychologiques nécessaires pour garantir le bien-être au travail. Alors, cette QVT, elle nécessite un pilotage RH, c'est-à-dire qu'il faut décider que l'on va s'intéresser à la qualité de vie au travail pour que la qualité de vie au travail croisse, augmente par rapport aux enjeux individuels et collectifs. Cette qualité de vie au travail, à titre d'exemple, elle peut toucher comme action ciblée à travailler sur les questions de vieillissement de la population, de santé, d'équilibre vie professionnelle ou de sens au travail. Cette qualité de vie au travail dans cette qualité de vie au travail, peut s'inscrire dans cette démarche, une autre démarche, une démarche qui visera le bien-être au travail, qui se définirait comme un sentiment de satisfaction, d'harmonie et de sérénité au travail qui résulte de l'adéquation entre les attentes individuelles d'un côté et les réponses organisationnelles données de l'autre par rapport à ces attentes. Alors, par rapport à cette définition, bien, quelles conditions ou à quelles conditions peut-on mettre en place une stratégie RH de bien-être au travail? Eh bien, la première condition, c'est de réfléchir, parce qu'on sait bien que la réflexion précède l'action. Et alors, réfléchir en gestion des ressources humaines, c'est se poser la question de l'intérêt, généralement l'intérêt de mettre en place une QVT et du bien-être au travail quand le travail et son organisation changent est premier. Mais peut-être d'auditer les pratiques pour savoir exactement de quoi on parle. Et quand on a changé les règles, quand on a fait évoluer les règles, eh bien, il y a des impacts qui sont entraînés sur les individus et le management. Ces impacts, les mesurer par des pratiques d'audit afin de proposer des réponses ou de proposer des actions qui soient les plus fines possibles et qui correspondraient aux attentes des collaborateurs. Donc, j'audite. Deuxième condition, je définis ma stratégie de bien-être au travail qui va englober cette redéfinition du travail. Et troisièmement, eh bien, je mets des actions qui vont toucher à la fois le management et les individus. Parce qu'on sait très bien que si on n'embarque pas le management dans notre stratégie RH, ben notre stratégie RH va avoir beaucoup de difficultés à se mettre en place. Ces actions, je vous en ai retenu 4 qui sont fondamentales parce qu'on a tendance à toujours les oublier alors que fondamentalement, elles participent énormément d'aider l'acceptation de ce travail hybride. Premièrement, ne pas oublier les modalités de reconnaissance. Comment je vais reconnaître que l'individu fait correctement son travail, voire le fait mieux, dans des modalités différenciées quand il est à distance. Deuxièmement, comment je vais créer une ambiance? Comment vous créez une ambiance derrière votre ordinateur quand vous êtes tout seul avec vos collègues, ou comment réussissez-vous à avoir suffisamment chaud, suffisamment froid, enfin tout votre environnement que vous avez essayé de créer au travail, comment réussir à le créer chez vous ou quel que soit le lieu où vous travaillez, qui vous permettent d'avoir un environnement qui correspond à vos attentes. Comment je fais confiance pour que ce bien-être au travail, ça ne soit pas je me mets dans mon lit, je travaille et puis quelquefois, allez, je réponds au téléphone. Et dernièrement, comment je fais dans cette réorganisation du travail pour continuer à considérer que mon travail est censé, que le modèle que l'organisation me propose a du sens par rapport à ce que j'en considère comme étant ma valeur travail et ma façon de travailler. Alors, pour essayer de rentrer encore plus précisément dans une organisation à mettre en place en termes de travail hybride, eh bien, on peut s'appuyer sur une sorte de mix travail à distance
télétravail, management à distance, pour faire le pendant de ce que l'on connaît et qu'on réussit à peu près à maîtriser dans certains environnements de management situationnel ou de RH situationnel. C'est-à-dire comment je vais essayer d'organiser ces conditions du bien-être au travail à distance. Et bien pour ça, alors vous avez un magnifique schéma qui répète une idée centrale, essentielle. J'imagine que mon collègue Michel Binet va répéter également. C'est la règle. C'est-à-dire que si on oublie de mettre en place une règle qui nous permette de travailler de manière hybride, eh bien, le travail ne se fera même pas. Et alors, on va au-devant d'énormes difficultés. Donc, définir les règles, c'est la DRH qui va la définir, bien évidemment conjointement avec le management. Et c'est le management qui va les faire respecter. C'est l'équipe au niveau collectif qui va les intégrer, les faire respecter. Et c'est l'individu aussi qui va les intégrer et les faire respecter ces règles. Quel que soit l'endroit où on travaille, ces règles devront être connues et appliquées pour avoir une même base d'évaluation, le rappel que nous avons fait tout à l'heure, une même base de reconnaissance, une même base de rémunération. N'oublions pas que la finalité de réorganiser ou d'organiser le travail de manière hybride, c'est bien toujours d'atteindre une performance, voire de répondre à un enjeu sociétal qui nous permet derrière d'avoir des individus satisfaits, souvenez-vous de la définition du bien-être au travail, en harmonie, sereins, qui peuvent se focaliser sur une seule chose, travailler quand ils sont dans leur temps de travail. 5 enjeux, conserver le lien social dans ses règles, entretenir une dynamique de groupe dans la règle, préserver la santé des individus au travail grâce à la règle, viser la performance, nous l'avons déjà dit, et essayer, alors la règle ne fera pas tout, mais la règle permettra de créer des conditions particulières qui pourraient développer un sentiment d'appartenance. Pour cela, deux grands types d'actions que l'on peut essayer de mettre en place. Mettre en place des routines. Les routines permettent de donner ou de véhiculer ce sentiment d'appartenance et rassurent. Ces routines, on peut les mettre sur les aspects de soutien managérial. Alors, on peut très bien faire du soutien virtuel, c'est tout à fait possible. Des routines de communication entre l'équipe, entre les individus, entre le management et de coordination. Et des routines qui permettent de réguler les activités. Quand avant, une journée de télétravail était exceptionnelle, maintenant, c'est plutôt la journée où on va se rendre au travail, qui pourrait, au travail au sens le lieu de travail physique, de là où est située l'organisation, qui pourrait devenir plus exceptionnel. Deuxième et dernier grand axe, développer de nouvelles compétences, parce que pour réussir à faire tout ce que l'on vient de se dire, eh bien, ça ne se décrète pas. Ça nécessite un apprentissage, donc cet apprentissage de nouvelles compétences nécessite de maîtriser des outils dits collaboratifs pour essayer de travailler à distance avec les autres, des tactiques de communication et des aspects de motivation. À quoi fonctionne chaque individu en termes de motivation? Peut-être que ce n'est pas la même chose sur le lieu de travail, là où l'organisation se situe, ou quand on travaille dans un espace dédié, mais qui n'est pas l'organisation. Alors, 3 points de vigilance à bien retenir. La règle, le cadre, c'est central pour travailler en mode hybride et que chaque organisation définira son cadre de travail hybride. Deuxième point de vigilance, ce sont bien les conditions, et ces conditions, il appartient à chaque organisation, chaque individu, d'essayer de les mettre en œuvre, afin de, troisièmement, on aurait pu faire une flèche du haut vers le bas, d'instaurer finalement une culture du travail hybride ou du travail collaboratif à distance, on l'appellera comme on le souhaitera. Voici ce que la gestion des ressources humaines peut essayer de mettre en place pour répondre à cette question de l'articulation bien-être au travail, performance, dans un contexte de travail hybride. Et je rends la parole à Mohamed, qui, je crois, a une question. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Antoine, pour cette brillante présentation. Alors, je ne doute pas que vous aurez quelques questions à
à poser à Antoine. Donc, ne partez pas trop loin, vous aurez l'occasion de répondre aux quelques questions. Avant, peut-être que si vous pouviez donc prendre la question sur WooClap, ça nous permettra de savoir si vous avez bien suivi la présentation d'Antoine et si vous êtes capable de répondre à cette première question, à savoir quels sont les éléments indispensables pour mettre en œuvre une stratégie RH de bien-être au travail dans un contexte hybride. Donc 4 possibilités. Merci de répondre et puis je vous donnerai les résultats pour savoir si vous avez été des auditeurs attentifs à la présentation d'Antoine. Quelques secondes. Michel Minet a déjà pris place. Dès que j'ai les éléments de réponse, je vous les communique et je vous dis si c'est bien. Alors sans doute que ça prend un petit peu de temps, le temps que vous puissiez prendre votre téléphone, scanner le QR code ou alors cliquer sur le lien. Donc je vais vous annoncer tout de suite, dans quelques secondes. Alors, j'ai le privilège de vous dire que globalement, vous avez bien répondu, puisqu'effectivement, il fallait répondre à la réponse B, mais il y avait également la réponse C. Or, ce sont les 2 principales réponses. Donc, vous avez bien répondu, vous avez bien suivi. Et je passe la parole cette fois à Michel, qui va plus introduire, ou en tout cas nous parler des éléments de droit et du contexte légal dans le cadre du travail hybride. Bonjour. Donc, comme Antoine Pennafort vous l'a dit, nous avons besoin d'un certain nombre de règles pour que le télétravail se passe au mieux. Nous devons bien mesurer que ce télétravail est un bouleversement pour de très nombreux salariés. Il participe de la transformation du travail. Cette transformation du travail qui est liée à l'évolution des outils technologiques, qui est liée à la transition écologique, qui est liée à des évolutions démographiques et sociologiques, eh bien, ces transformations, elles nous ouvrent un horizon qui aujourd'hui n'est pas entièrement balisé, et le droit nous donne un certain nombre de points de repère, et donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Ces points de repère, ils viennent bien évidemment du Code du travail, mais ils viennent également d'accords nationaux interprofessionnels au niveau français, et ils viennent également d'accords au niveau européen. Et nous avons en ce moment, au niveau européen, une négociation, justement, qui va porter sur le télétravail. Donc nous ne manquons pas de règles en matière de télétravail, et pourtant, tout n'est pas réglé. Il y a un certain nombre de points qu'il va falloir négocier dans les entreprises et dans les branches d'activité. Et puis, il y a un certain nombre de questions qui ont été réglées également par déjà des décisions de justice, par ce que l'on appelle donc la jurisprudence. Il faut bien mesurer aussi que quand nous parlons de télétravail, ce ne sont que certaines personnes qui peuvent être en télétravail au regard de leur secteur d'activité et au regard de leur qualification. Ce sont toutes les personnes qui travaillent sur des symboles, qui travaillent sur de l'information, mais bien évidemment, les salariés qui sont en contact direct avec les personnes, qui sont en contact direct avec les choses, eh bien, eux ne peuvent pas forcément être en télétravail. Dans la mise en œuvre de ce télétravail dans l'entreprise, le plus souvent, nous aurons un accord d'entreprise qui sera négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. Et cet accord d'entreprise doit fixer les règles du jeu, du télétravail, avec un certain nombre de droits et d'obligations pour les différents protagonistes. Si la négociation sérieuse et loyale, n'a pas pu aboutir à un accord, eh bien, l'employeur pourra, de manière unilatérale, définir une charte après consultation du comité social et économique qui peut être mis en place dans toute entreprise d'au moins 11 salariés. Et puis, il sera également possible de prévoir un certain nombre de dispositions de gré à gré entre l'employeur et le salarié, dispositions qui peuvent être complémentaires aux accords, à la charte, par le biais du contrat de travail. Une question se pose concernant le lieu de travail.
le lieu de travail du télétravail, ce n'est pas forcément le domicile, mais ça peut évidemment être le domicile pour de nombreux salariés. Ça peut être le domicile habituel, ça peut être un autre domicile, une résidence secondaire pour certains. Ça peut être un autre lieu de l'entreprise qui n'est pas le lieu de travail habituel. Et puis, il peut s'agir de tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux où en fait des salariés de différentes entreprises vont se retrouver pour effectuer du télétravail, des lieux de coworking qui vont permettre la réalisation d'un autre collectif de travail. Ce télétravail, il a augmenté de manière absolument considérable pendant la dernière crise sanitaire, puisqu'on était arrivé en France à environ 37% de salariés qui étaient en télétravail. Et ce télétravail, il pourra avoir lieu lors d'autres crises sanitaires, et il risque d'y en avoir d'autres. Il pourra avoir lieu lors de crises écologiques, mais il pourra également avoir lieu lors d'autres événements. Donc, à des degrés variables, le télétravail est devenu une donnée du travail, une nouvelle donnée dans le rapport au travail et une nouvelle donnée dans le contenu du travail. Mais bien évidemment, ce télétravail peut exister en dehors des situations de crise. Alors, premier élément important, en situation de télétravail, un certain nombre de règles du Code du travail continuent de s'appliquer. L'employeur a une obligation légale de sécurité. Cette obligation a pour fondement le Code du travail et donc l'employeur est obligé d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Mais bien évidemment, cette obligation légale de sécurité, elle va s'appliquer de manière différente quand nous sommes en situation de télétravail par rapport aux situations sur site dans l'entreprise. Dans le cadre de cette obligation légale de sécurité, eh bien, l'employeur doit toujours établir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document, il est réalisé par l'employeur avec l'avis des élus du comité social et économique. Donc, il est souhaitable qu'il y ait un travail de coopération et bien évidemment avec les contributions des salariés, parce que les salariés sont les experts de leur travail, sont les premiers experts de leur travail. Et donc, ce travail de coopération doit déboucher sur une évaluation des risques professionnels qui soit la plus exhaustive que possible. Cette évaluation des risques professionnels, elle va tenir compte d'éléments matériels, par exemple l'ergonomie des postes de travail, et on entend par poste de travail, eh bien, l'ordinateur sur lequel les personnes vont travailler, le type d'écran, le type de siège, le type de bureau, le type d'environnement immédiat de travail, le type de logiciel. Donc il faut avoir évidemment une vision très large de ce qu'est le poste de travail, et le Code du travail est souvent très précis, et ici encore, il nous donne des éléments très détaillés en la matière. Mais ce document unique d'évaluation, il va également devoir aborder des sujets qui sont plus délicats, plus complexes, comme par exemple la question des violences domestiques au domicile. Pourquoi ? Eh bien parce que malheureusement, c'est une donnée, on s'est aperçu que pendant cette période de crise sanitaire, les violences domestiques avaient pu croître dans un certain nombre de lieux. Et l'entreprise n'est pas tout à fait dénuée de moyens en la matière. Il peut être possible, par exemple, c'est ce que nous propose une recommandation de l'OIT, il peut être possible de favoriser plutôt des tiers-lieux de travail plutôt que le travail à domicile. Et il y a encore d'autres propositions qui sont faites en la matière, mais je ne développe pas faute de temps. Bien évidemment, dans cette évaluation des risques professionnels, Antoine Pénafort en a parlé, il faut prendre en compte les risques psychosociaux. Avec le télétravail, les salariés risquent d'être dans des situations d'isolement, risquent d'être dans des situations de perte de lien et donc dans des situations d'anxiété parce qu'ils ne vont plus voir leurs collègues, ils ne vont plus recevoir régulièrement des informations de la part de l'entreprise. Et dans le contexte économique qui est difficile que nous connaissons, certains peuvent avoir peur d'être oubliés, d'être mis à l'écart. Donc, dans l'accord d'entreprise, il est souhaitable, c'est ce que demande l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, il est souhaitable, il est nécessaire de prévoir justement des liens par des outils collaboratifs, mais également, autant que faire se peut, des rencontres physiques
entre les différents salariés, parce que nous sommes des êtres humains et nous souhaitons nous rencontrer. Cela fait partie du plaisir de la vie, de se rencontrer et d'échanger. Les risques psychosociaux peuvent également être liés à l'épuisement professionnel, parce que l'on a vu, de nombreuses études l'ont montré que des salariés ont travaillé de manière excessive en termes de durée du travail et en termes de rythme de travail. Et le Code du travail nous précise qu'un accident du travail qui a lieu au domicile, qui est devenu un lieu de travail, pendant les heures de travail, eh bien cet accident est bien un accident reconnu juridiquement comme un accident du travail. Bien évidemment, les règles, je dis bien évidemment, certains n'en sont peut-être pas convaincus, mais j'insiste, bien évidemment, les règles du Code du travail en matière de temps de travail continuent de s'appliquer quand on est en télétravail. Mais il va falloir prévoir des modalités particulières. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'on est en télétravail, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de temps de trajet que les durées du travail doivent exploser. Donc rappelons quelques règles. La durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures par semaine. 48 heures par semaine, c'est le chiffre retenu par la législation française et c'est également la norme qui figure dans la directive européenne. Nous avons d'autres durées maximales. La durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives est de 44 heures et la durée maximale quotidienne est de 10 heures avec certaines dérogations possibles parfois pour aller jusqu'à 12 heures. Des repos minimums sont prévus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au minimum, pendant 11 heures, entre 2 journées de travail, le salarié ne doit connaître aucune contrainte directe ou indirecte de la part de l'entreprise. Il doit pouvoir se reposer, vaquer librement à ses occupations personnelles, nous dit le Code du travail, et donc il ne doit pas notamment être en astreinte. Il doit bénéficier également d'un repos minimum hebdomadaire d'au moins 35 heures. Donc là, ce ne sont pas les 35 heures de la durée légale, ce sont d'autres 35 heures, c'est un cadeau européen, les 35 heures hebdomadaires de repos, c'est-à-dire 35 heures sans télétravail, sans astreinte, sans temps de trajet pour aller se rendre sur un lieu de travail éloigné. Et puis, bien évidemment, quand on aborde la question du télétravail, il faut aborder la question des horaires de travail. Et là encore, il est souhaitable que l'accord d'entreprise, ou à défaut la charte, fixe les règles du jeu. Dans ces horaires, on doit prévoir les horaires de travail, on doit prévoir les horaires pendant lesquels l'entreprise peut contacter le salarié. Il faut prévoir des plages pendant lesquelles le salarié ne sera pas contacté parce qu'il pourra ainsi se concentrer sur des tâches qui sont plus délicates. Il a besoin d'être tranquille pour pouvoir écrire, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir lire. Il a besoin de temps pour se concentrer. Et puis également des horaires pendant lesquels le salarié ne sera pas dérangé parce que le salarié continue d'être une personne humaine qui a peut-être une vie personnelle, une vie familiale, une vie sociale. Et donc ce n'est pas parce que le salarié est en télétravail qu'il est mobilisable à tout moment, corps et âme, par l'entreprise. Il faut donc trouver un équilibre. Un équilibre qui va permettre l'exercice du droit à la déconnexion. Et le Parlement européen vient de nous donner récemment justement un certain nombre de paramètres concernant ce droit à la déconnexion. Le salarié doit pouvoir se déconnecter, ne pas être joignable par l'entreprise à certaines heures, à certains moments. Et ce droit à la déconnexion, en fait, il implique un devoir de déconnexion de la part de l'entreprise. Devoir de déconnexion, c'est-à-dire ne pas solliciter le salarié en dehors d'un certain nombre de plages, sauf évidemment situation exceptionnelle, situation d'urgence, mais ce sont des situations qui ne doivent pas se répéter évidemment trop souvent. Et cela nous amènera à rediscuter évidemment la charge de travail, parce que si on prévoit un droit à la déconnexion, mais que la charge de travail ne peut pas être traitée pendant la durée du travail habituel, ce droit à la déconnexion risque d'être largement fictif. La charge de travail devra être prévue dans l'accord d'entreprise, et c'est une question toujours délicate. L'accord d'entreprise devra expliquer comment il va réguler
la charge de travail et on devra avoir également un entretien individuel annuel sur l'évaluation de la charge de travail. Il est nécessaire, nous dit un accord national interprofessionnel, que cette charge de travail ne débouche pas sur un rythme de travail, sur une intensité trop élevée, entraînant une fatigue excessive et perturbant la vie personnelle et la vie familiale. Et l'accord nous dit même qu'il faut respecter les règles en matière de charge de travail pour assurer le développement de la personnalité des salariés. Concernant la rémunération du temps de travail, eh bien, les règles en matière d'heures supplémentaires continuent de s'appliquer. Donc, quand le salarié dépasse les 35 heures de durée légale, eh bien, sauf cas particulier, eh bien, la législation prévoit que les majorations pour heures supplémentaires continuent de s'appliquer. Concernant l'indemnisation des frais professionnels, la jurisprudence et l'accord national interprofessionnel sont très clairs. L'ensemble des frais qui sont engagés par le salarié pour l'exercice de son activité professionnelle, l'ensemble de ces frais doivent être pris en charge par l'entreprise. Et en plus, dans certains cas, si l'entreprise n'offre plus aux salariés de postes de travail dans l'entreprise, eh bien, l'entreprise est tenue de verser aux salariés une indemnisation pour occupation de son lieu de travail, cela évidemment en dehors des situations de crise comme nous avons pu le connaître. Pendant cette période de pandémie, nous avons vu que certaines entreprises étaient allées un peu loin en matière de surveillance et la CNIL a fixé quelques règles du jeu de manière à ce que certaines entreprises eh bien, ne poursuivent pas de manière intrusive la surveillance des salariés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, rappelons un certain nombre de règles générales. Ça veut dire que tout système de surveillance doit faire l'objet d'informations et doivent être mis en place de manière transparente. Ça veut dire que le comité social et économique doit être informé de la mise en place d'un outil de surveillance. Cela signifie que chaque salarié doit individuellement être informé, mais cela signifie également, et c'est très important, que l'outil de surveillance doit être pertinent au regard d'un objectif légitime par rapport à une activité professionnelle. Ce dispositif de surveillance doit donc répondre à une finalité qui ne peut pas être la surveillance permanente du salarié, ce serait excessivement intrusif, et donc ce système de surveillance doit être proportionné. Et donc la CNIL nous donne déjà un certain nombre d'informations en la matière. On n'a pas le droit de mettre en place un système de surveillance qui contrôlerait si le salarié est bien en train de taper en permanence sur son clavier, qui imposerait au salarié toutes les 10 minutes d'allumer sa caméra pour vérifier qu'il est bien sur son poste de travail, etc. En matière de mise en œuvre du télétravail, les règles habituelles s'appliquent, mais elles s'appliquent de manière spécifique, évidemment, de manière originale, et c'est légèrement plus complexe. Les règles d'égalité de traitement doivent continuer à être appliquées, et là c'est délicat parce qu'il va falloir prendre en compte le fait que les salariés, par exemple, n'ont pas les mêmes domiciles, et certains vont être dans des contraintes qui vont être beaucoup plus fortes parce que les domiciles sont plus exigus, parce qu'il y a des enfants qui sont présents, on l'a vu pendant la pandémie. Donc il faut prévoir un certain nombre de dispositions en la matière, notamment l'accès à des tiers-lieux pour exercer le télétravail. Et puis il faut mettre en place les règles de non-discrimination. Les règles de non-discrimination doivent s'appliquer. Et là, une attention particulière doit être portée concernant la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, parce qu'on s'est aperçu dans de nombreuses études, et de nombreux salariés l'ont vécu, eh bien que pour les femmes, le télétravail avait souvent été un vecteur d'aggravation des inégalités professionnelles, parce que, assumant l'essentiel des tâches au domicile, concernant l'éducation des enfants, concernant l'entretien du domicile, eh bien, le télétravail aggravait la situation parce qu'un certain nombre de tâches, par exemple, plus intéressantes, ne leur étaient pas confiées ou parce que leurs horaires de travail eh bien, devaient être effectués en dehors justement de ces tâches ménagères et de ces tâches éducatives. Dans quelques semaines, le Haut Conseil à l'égalité va rendre un rapport
justement sur télétravail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec un certain nombre de recommandations pour favoriser justement l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En matière de télétravail, il va également falloir être très vigilant concernant les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, ce sont bien évidemment les travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés, mais ce sont également toutes les personnes qui peuvent connaître une dégradation de leur état de santé qui va nécessiter un certain nombre d'aménagements. Eh bien, là encore, l'accord d'entreprise ou à défaut la charte doit prévoir un certain nombre de dispositions pour permettre à ces personnes de continuer à exercer leur activité professionnelle et parfois pour permettre à ces personnes de travailler en télétravail alors que le travail sur site ne leur est peut-être pas possible. Il y a toute une série de règles qui sont prévues, notamment au regard des logiciels qui vont être utilisés et au regard des aménagements raisonnables qui sont désormais obligatoires pour toutes les personnes en situation de handicap. C'est l'occasion, le télétravail, de mettre en œuvre le droit d'expression. Ce droit d'expression qui a 40 ans, né avec la loi du 4 août 1982, qui permet aux salariés de se réunir pour discuter ensemble du contenu et de l'organisation du travail. Et il est évidemment essentiel de bien penser que le télétravail, ce n'est pas simplement quelque chose qui est ajouté à une organisation du travail habituelle. Le télétravail transforme l'organisation du travail, ce qui signifie, comme cela a été dit par mon excellent collègue, qu'il faut repenser l'organisation du travail de manière globale en intégrant la problématique du télétravail. Et pour ce faire, il est nécessaire, comme le disait un éminent professeur d'ergonomie du CNAM, Wissner, il est nécessaire de faire appel à l'intelligence des travailleurs. Donc ce droit d'expression est un vecteur, comme le rappelle aujourd'hui l'Agence pour l'amélioration des conditions de travail. Ce droit d'expression est un vecteur pour mettre en commun les difficultés, les idées, les réflexions, pour que l'organisation du travail réponde au mieux aux attentes des différentes parties prenantes, l'employeur, les salariés, les usagers, les clients, bien évidemment. Et puis quand il y a difficulté et quand on n'a pas réussi à régler un certain nombre de problèmes dans l'entreprise en matière de santé, en matière de surveillance excessive, en matière de discrimination ou autre, eh bien, quand la solution n'a pas été trouvée de manière simple, il est possible de faire appel à un élu du comité social et économique, qui est titulaire d'un droit d'alerte que l'on appelle le droit d'alerte, droit des personnes. Cela signifie que quand un élu constate une atteinte aux libertés, aux droits des personnes, de lui-même ou saisi par un salarié, eh bien, il va immédiatement, le Code du travail est très précis, il va immédiatement saisir l'employeur. Et que fait l'employeur ? Tout dépend évidemment de la taille de l'entreprise et du mode de relation dans l'entreprise. Eh bien, l'employeur ou son représentant va, sans délai, c'est précis, sans délai, faire une enquête avec le délégué pour voir de quoi s'agit-il. Y a-t-il un problème ? Quelle est la nature du problème ? Comment peut-on rapidement trouver une solution ? Et si le délégué et l'employeur sont d'accord, eh bien, on va mettre une solution pour faire cesser cette atteinte aux droits et libertés ou à la santé des personnes. Et puis, si on ne trouve pas de solution, s'il y a une divergence sur la réalité du problème ou sur la solution proposée par l'entreprise, eh bien, l'action va sortir de l'entreprise et le délégué va pouvoir saisir le conseil de prud'homme directement selon une procédure accélérée au fond. Et donc là, c'est le conseil de prud'homme qui va pouvoir ordonner à l'entreprise de prendre une mesure pour faire cesser cette atteinte aux droits et libertés ou à la santé, si bien évidemment le juge considère qu'il y a atteinte. Voilà, quelques repères pour voir comment construire ce nouveau travail. Et nous parlons bien ici de travail, pour construire ce nouveau travail qui aujourd'hui va se mettre en place, notamment avec ce télétravail. Nous sommes devant un bouleversement
un bouleversement de l'organisation du travail, et le télétravail doit être intégré dans cette réflexion. Merci Michel Minet pour cette présentation. Alors peut-être que Antoine Pennafort, vous pouvez nous rejoindre. On va passer à quelques questions. Je vois que c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Alors la première question est une question qui est posée par Monsieur Lemoine autour de l'hybridation du travail. Donc il nous pose la question suivante. L'hybridation du travail a été introduite du fait de la crise sanitaire. Pensez-vous que cette crise du Covid-19, que sans cette crise du Covid-19, nous y serions mis? Dit autrement, est-ce que la crise n'a pas accéléré les choses? Et sans cette crise, est-ce qu'on aurait commencé, initié ou développé cette hybridation du travail? L'un, l'autre. Alors peut-être Antoine. C'était dans mon premier slide, quatrième tiré. Effectivement, ça s'est accéléré. Et avant le Covid, il y avait déjà de plus en plus d'organisations qui étaient en train de négocier des accords de télétravail. Et finalement, ce qui se passe, c'est que pendant le Covid, ces accords, soit ils ont été accélérés, soit ils ont été mis entre guillemets, et qu'ils ont été validés après le Covid, ou retravaillés et renégociés, parce que le Covid avait tellement maximisé finalement l'obligation finalement de télétravailler pour pour protéger les salariés, qu'il y avait une tendance qui s'était installée. Mais pour répondre en un mot, oui, il y a eu une accélération avec le Covid. Attention, depuis qu'il y a plus, que le Covid est moins présent, ça ne veut pas dire qu'il y a une décélération ou qu'on est revenu à avant. Par contre, on est en train de, pas obligatoirement, aller dans le sens du tout ou du 100% télétravail, d'où l'importance de parler de travail hybride, et d'où l'importance de bien rappeler que on vous donne ici le cadre, mais que chaque organisation définit ce qu'elle entendra par ce travail hybride, et que vous allez trouver une journée de travail sur le lieu de travail dans certaines organisations ou dans certains accords, et puis vous allez trouver dans d'autres organisations le classique 2 jours, 3 jours, ou 3 jours, 2 jours, en fonction de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Oui, juste un mot pour. Oui, parce qu'on a d'autres réactions. Oui, juste un mot. Il s'agit effectivement d'une accélération, alors à une vitesse absolument considérable. Comme cela a été dit, mais je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. On ne retrouvera pas la situation d'avant. C'est-à-dire qu'on ne revient jamais à une situation antérieure. Il faut construire un nouveau modèle en la matière, avec un certain nombre de points de repère qui existent, et puis avec un certain nombre de choses à imaginer. C'est-à-dire que les bonnes réponses, elles sont largement à construire. Ce télétravail, il s'est accéléré aussi. Et aujourd'hui, en dehors même de la question de la crise sanitaire, on regarde d'un autre rapport qui a été découvert avec le temps de travail, et d'un autre rapport concernant la question des transports, la question du logement, et pour les entreprises, la question du coût des bureaux. Donc évidemment, ce télétravail, c'est une transformation qui ne va pas concerner uniquement le contenu du travail, mais qui va concerner de nombreuses politiques d'entreprise et même de politiques publiques, si on pense en particulier à la question du logement et à la question des transports. Alors une autre, merci Michel, merci Antoine. Alors une autre question autour cette fois d'un chiffre. Donc Martine nous dit qu'elle a entendu parler d'un chiffre de 37% de dépression liée au travail. Est-ce que vous confirmez ce chiffre, et est-ce que vous avez la source de ce chiffre, si vous en avez entendu parler? Alors, je ne connais pas ce chiffre. On peut essayer de retrouver la source, notamment dans les statistiques de la sécurité sociale, dans des études de l'INRS. Ce chiffre est très élevé. Peut-être que la cause n'est pas uniquement à rechercher dans la situation de télétravail pendant la pandémie. On peut, si vous le souhaitez, retrouver des données, en tout cas, en la matière.
Alors, avant de conclure, puisqu'on veut respecter le timing et nous allons nous empresser de terminer dans quelques secondes, ne partez pas, les participants, il y a une dernière question qui vous sera posée. Une question de monsieur ou madame Tinevez autour de la manière dont on gère les horaires flexibles. Est-ce que d'un mot, monsieur Minet et monsieur Pennafort, vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette manière de gérer justement ce télétravail? Alors, les horaires flexibles, on peut avoir différentes définitions des horaires flexibles, mais bien évidemment, par exemple, il est possible encore d'avoir des horaires variables avec des plages fixes et des plages variables. Ce qui est important, c'est que l'entreprise doit continuer à mesurer la durée quotidienne du travail pour vérifier qu'elle n'enfreint pas les règles concernant les durées maximales et concernant les repos minimums. Mais là encore, comme l'a dit mon collègue, par accord d'entreprise, on peut définir des règles du jeu qui vont être variables suivant les secteurs d'activité, suivant les qualifications et suivant les cultures d'entreprise concernant les horaires de travail. Je vous ai rappelé quels étaient les repères essentiels qu'il fallait avoir en tête, mais à l'intérieur de ces repères, eh bien, on peut imaginer différentes modalités. Bien, donc désolé Madame Saxic, nous n'allons pas prendre votre question parce qu'on a à cœur à terminer à l'heure. Donc c'est notre premier séminaire, donc on veut vraiment montrer l'exemple avec ce premier séminaire. Merci à nos deux conférenciers, donc merci Michel Minet, merci Antoine Pennafort pour la clarté de votre propos qui a sans doute éclairé plus d'une personne sur un sujet qui est un sujet très, très actuel. Alors pour les participants, vous avez été très nombreux et on vous en remercie pour ce premier webinaire de CNAM Entreprise. Pour toujours nous améliorer et essayer de parfaire justement cet exercice qu'on veut reconduire dans le temps, on vous demande là encore une petite participation et de répondre à quelques questions pour rendre plus efficace justement cet exercice qu'on va tenter d'institutionnaliser au sein de CNAM Entreprise. Donc merci de répondre à ces quelques questions sur l'organisation, tout simplement, puisqu'on est dans un processus d'amélioration en continu. Vous aurez la possibilité également, vous recevrez un email pour vous présenter le replay, puisque si vous n'avez peut-être pas forcément tout saisi ou si vous voulez repasser certains extraits de ce webinaire, vous aurez la possibilité de l'avoir. Et puis, avant de conclure et de terminer ce webinaire, je tenais à remercier toute l'équipe de CNAM Entreprise qui a œuvré pour ce premier webinaire. Et à nouveau, merci aux deux conférenciers. Bon appétit à tous, bon courage et au plaisir de vous revoir lors du prochain webinaire de CNAM Entreprise.